La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'OVNI. Cette semaine, nous vous faisons découvrir en exclusivité 5 conférences qui se sont déroulées dans le cadre de l'événement Zero to One à Nantes les 28 et 29 janvier 2026. Grâce aux organisateurs, notamment H7 et Ici Lundi, nous avons la possibilité de vous faire découvrir des parcours inspirants de fondateurs, de fondatrices, de C-level, de corporate, d'entrepreneurs, bref, tous ceux qui ont effectué ce passage de 0 à 1. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et effectivement, c'est pas facile de passer après Clovis. C'est clair. C'est super dur, mais j'ai la C'est chance dur. d'avoir une invitée exceptionnelle et je vous demande de l'applaudir. Roxane Varza, s'il vous plaît. Roxane, je suis vraiment ravi de t'accueillir. On a pas mal réfléchi aussi autour du titre de la conférence et on a voulu te poser une question. La question, je vais la lire, c'est pourquoi Yann Lequin a décidé d'installer sa start-up à Paris et donc en France. Et on voulait justement profiter de ton expérience et de tout ce que tu entreprends au quotidien pour comprendre et avoir des pistes de réflexion. Je vais me permettre de te présenter rapidement pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Tu t'appelles Roxane Varza, tu es née à Palo Alto en Californie. Ça fait un petit moment que tu as un lien fort avec la France. Depuis 2015, tu diriges Station F, qui est quand même le plus grand campus de start-up au monde, 1000 start-up chaque année. Et tu as fait plein de choses. Tu as travaillé notamment pour TechCrunch en tant que journaliste. Tu as travaillé pour Microsoft en ouvrant un des premiers incubateurs pour Microsoft dans le Sentier. Et je le disais, en 2015, il y a un certain Xavier Niel qui te fait confiance, qui te propose de faire le tour du monde, découvrir ce que ça voulait dire ouvrir justement ce plus grand campus de start-up au monde, et tu as accepté. Si on reprend cette question, moi je me demandais, quand tu es effectivement né à Palo Alto, de parents iraniens, qui te parlaient en farsi, qui te parlaient aussi en anglais, il y avait un peu de français. Quels étaient tes premiers liens avec la France? C'est quoi tes premiers souvenirs avec la culture française? Super, merci Julien et bonjour à tous. Je suis ravie d'être là. J'ai un peu de pression. Quelqu'un m'a dit il faut faire autant de blagues que le speaker précédent, donc j'ai une énorme pression. Et sinon, je voulais aussi juste te dire à toi merci pour cette invitation. On a eu un échange il y a quelques années à Lyon pour le même événement, donc je suis ravie de maintenant te retrouver ici à Nantes. Pour répondre à ta question, en effet, j'ai grandi, mes parents ils sont iraniens, j'ai grandi aux US. C'est pas un moment simple, je dois le dire. Mais mes premiers souvenirs de la France, c'était, peut-être c'est un peu cliché, des cours de danse, des mots qu'on retrouvait. On avait quand même des livres de français dans la maison. Ma mère, elle avait fait ses études en français, donc on avait Stendhal, des livres comme ça dans la maison. Bon, je comprenais rien, mais c'était des mots étrangers face à moi tous les jours. Et après, on avait aussi une Française qui est venue dans notre école. Je pense que j'avais 8 ans. Et je la trouvais fascinante. Donc voilà, c'est les premiers souvenirs que j'ai. Mais je pense avec le temps, surtout, j'avais envie de ne pas suivre le chemin classique aux US et en Californie, qui est l'espagnol. Et donc de plus en plus, je me retournais vers la France. Et donc, tu es allé à Bordeaux, tu as fait tes études notamment, et puis après, je le disais, tu as commencé à travailler étroitement avec la France. Il y a une date forte, j'imagine, pour toi, 2017, où tu deviens effectivement, en tout cas, tu obtiens la nationalité française. On est bientôt 10 ans plus tard. Qu'est-ce que ça a changé? Pourquoi c'était important déjà pour toi, Roxane, de devenir aussi française? Euh, C'est bizarre peut-être de le dire devant des Français qui sont nés ici, qui ont grandi ici, mais la France, pour moi, ça fait maintenant partie de mon identité. Je pense que c'était toujours le cas. J'ai toujours senti vraiment une affinité incroyable pour ce pays. Je pense aussi après le 11 septembre aux États-Unis, j'avais vu un changement. J'avais l'impression que le pays avait beaucoup changé. Quand je suis arrivée ici, j'avais l'impression d'être plus chez moi que chez moi. Et donc, la naturalisation, pour moi, c'était pas du tout administratif, c'était émotionnel. C'était mon intégration. Et donc voilà, c'était comme ça que je l'avais vécu. C'était donc un choix fort, je le disais. Ça nous amène au sujet. Yann Lequin, ancien directeur scientifique de l'IA chez Meta, il fait un choix fort, et d'ailleurs on en entend parler partout dans la tech et dans les journaux.
et il décide d'installer sa nouvelle startup, donc Ami Labs, à Paris. Question toute simple, selon toi, qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui justifie ce choix? Quelles sont tes premières pistes, tes premières intuitions? Déjà, spoil, je suis pas Yann et je ne travaille pas non plus pour Yann, mais j'ai pu échanger avec lui pour comprendre. Déjà, moi, j'avais envie de comprendre, est-ce qu'il a regardé ailleurs ou est-ce que la France était une évidence? Il m'a dit que c'était une évidence. Je ne sais pas si je le crois, parce que tout bon entrepreneur devrait benchmarker plusieurs écosystèmes, et je pense que c'était le cas. Mais en vrai, je pense pour lui, c'était une évidence dans le sens où, et c'est ce qu'il a dit a vraiment motivé son choix, c'était les talents tech qu'il retrouvait ici. Évidemment, tout le monde sait, on parle tout le temps de nos talents tech qui sont incroyables, qu'on trouve dans tous les grosses entreprises à travers le monde. Mais je pense qu'il y a d'autres éléments en fait que souvent on oublie de mentionner. C'est aussi les prix. On ne parle pas du tout des mêmes salaires, même s'il est en train de lever des sommes astronomiques pour monter sa start-up. On parle pas du tout des mêmes salaires et on parle pas du tout de même niveau de fidélité. Et ça, c'est aussi très, très sous-estimé. Dans la Silicon Valley, dans les grandes villes aux US, on a des personnes qui vont rester maximum, peut-être 2 ans dans une entreprise. La majorité vont partir peut-être même avant. Et ici, en France, souvent, on reste même plus longtemps. Donc, je pense que ça, c'est plusieurs critères. En ce moment, j'entends beaucoup de questionnements autour de oui, mais dans les classements, on est moins fort en maths. En effet, je pense que c'est inquiétant. En revanche, si on regarde aussi les US et Israël, ils sont pas non plus très bien classés. Pourtant, ils arrivent à réussir sur les sujets d'innovation. Mais je pense que c'est surtout les écoles, les grandes écoles techniques qu'on a qui sont de qualité et qu'il faut continuer à renforcer, à soutenir. C'est de là qu'on voit beaucoup, beaucoup de très bons entrepreneurs et chercheurs. Si je reprends du coup ta réponse et qu'on dézoome un peu et qu'on regarde l'attractivité d'un écosystème, donc tu parlais de talent, de cadre de vie aussi avec les salaires qui sont associés, de formation universitaire. D'ailleurs, c'est que des points sur lesquels vous travaillez et tes équipes travaillent. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, peut-être liés au financement ou à d'autres aspects qui te semblent importants quand un entrepreneur se pose la question de s'implanter aux US, à Nantes, pourquoi pas, à Paris? Qu'est-ce qui te semble important? Qu'est-ce qu'on a oublié? Bah, il y en a beaucoup. En vrai, là, c'est la raison que Yann, il m'avait partagée. Mais en vrai, je pense qu'il y a peut-être 5, 10 ans, peut-être il se serait pas posé la question, parce qu'on a vu vraiment une évolution incroyable. Aujourd'hui, il est en train de lever très grosse levée de fonds. Il y a 5 ans, 10 ans, tous les fonds étrangers disaient: «Jamais de la vie, je vais investir dans une start-up avec un siège en France. Je vais demander à la boîte de déménager». Aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup moins le cas. On arrive à avoir accès à quasiment tout. Tout le monde vient ici, les acteurs majeurs, les investisseurs majeurs. C'est des choses qui ont réellement changé. Et aussi, je pense qu'on arrive aussi à attirer des talents. Là, j'ai parlé de talents que lui, il a en France déjà, mais on arrive aussi à faire venir des talents de plein de pays. On a des visas qui sont les plus attractifs, pas que pour les fondateurs, mais aussi pour les salariés. C'est pas le cas de tous les pays voisins, et souvent on l'oublie. Et ça me permet de rebondir sur des chiffres que tu partages souvent sur la représentativité, c'est pas facile à dire, des nationalités à Station F. Je sais que les Marocains sont bien placés, mais il y en a d'autres aussi, et ça illustre ton point des talents. Tu peux nous les repartager, Oui, oui, les bien sûr. nationalités? Donc, on est sur 70 nationalités représentées à Station F et parfois, je suis impressionnée moi-même de découvrir des pays qui sont représentés chez nous. Donc, en effet, ça vous montre aussi que le visa, il est très, très utilisé. Et en termes de pays qui sont les mieux représentés après la France qui reste quand même en tête, le deuxième depuis le début de lancement de Station F, c'est les États-Unis. Les Américains sont choqués de l'apprendre, mais ce pays est attractif pour les Américains. En deuxième position, c'est le Royaume-Uni. Troisième, c'est les Marocains. Ils ont un lien très, très fort avec la France et avec Station F a annoncé 2 partenariats l'année dernière. Et en troisième et quatrième, c'est pas les voisins, c'est Inde et Corée du Sud, qui ont aussi des partenariats avec nous pour nous envoyer des entrepreneurs. Dernière petite question bonus, justement, est-ce que tu penses que c'est les actions que vous menez avec ces pays et ces écosystèmes qui font venir? Ou est-ce que tu te rends compte que tu as beaucoup de demandes, par exemple des Marocains, et après tu vas chercher des partenaires? Comment ça fonctionne à Station F? Exactement. C'est assez organique, ce qui montre que ce pays et cet écosystème est extrêmement attractif. Je pense qu'on oublie, on a tendance à beaucoup critiquer, mais il y a des écosystèmes avec beaucoup, beaucoup plus de freins. Et ici, en réalité, on a accès à plein, plein, plein de choses. Donc, nous, on voit vraiment de l'organique de plein de pays. Et après, plus récemment, on a mis en place ces partenariats. Ça date d'il y a 1 an, 2 ans, grand max. Donc, c'est tout récent. Et il y a un pays sur lequel vous avez envie de travailler, d'accélérer?
Ah, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup. En fait, je pense que ces pays sont déjà représentés sur place, mais on cherche à renforcer les liens aujourd'hui avec des pays du Golfe qui commencent à être très présents dans le paysage de financement et aussi sur tous les sujets de l'IA. En Asie, même si on travaille avec le Japon et le Corée déjà, il y a la Chine, il y a Singapour, il y a d'autres écosystèmes. Évidemment, on regarde toujours les US, mais il y a plein d'autres pays autour de nous, aussi en Europe. C'est le moment pour l'Europe aussi de créer plus de liens entre ces pays. Et c'est quelque chose qu'on cherche à développer cette année. Excellent. Bah écoute, ça nous a permis de comprendre aussi ce qui faisait l'attractivité. Tu me le partageais en préparant cette conférence. Bah, il y a eu une année qui a été quand même chahutée politiquement, économiquement. Si on se met de l'autre côté, qu'est-ce qui nous manque selon toi quand tu discutes avec des entrepreneurs de Station F ou d'ailleurs des politiques? Qu'est-ce qui ferait en sorte qu'on ait plus de Yann Lequin demain qui suivent cette voie-là? T'en penses quoi? Plus de Yann, comment on crée plus de Yann? Très bonne question. Non, c'est marrant parce que je trouve qu'on a fait beaucoup, beaucoup de progrès. C'est marrant parce qu'on parle encore de ce sujet d'ambition et parfois j'avais du mal à comprendre, mais en fait, non, on voit des entrepreneurs aujourd'hui qui se lancent dans plusieurs pays, voilà, ils avancent très vite. Mais c'est marrant, il y a toujours pas vraiment ce mindset de vouloir dominer le monde. J'ai jamais entendu un entrepreneur français dire: «Je suis là pour dominer le monde». Pourtant, c'est ce qu'on entend de d'autres pays, parfois c'est choquant. Mais voilà, je pense que ça c'est encore, cette étape-là, on n'y est pas encore. Je pense aussi faciliter à faire du business et je salue énormément l'arrivée de EU Inc. qui a enfin été annoncée à Davos, mais la création de notre équivalent de Delaware Company, qui va arriver en Europe pas assez vite à mon goût, mais je pense que ça va débloquer beaucoup, beaucoup de choses. Tu peux nous en dire 2 mots pour celles et ceux qui découvriraient? Ouais, donc comme je viens de dire, c'est l'équivalent de Delaware Company aux États-Unis. Tout le monde met leur siège aux US en Delaware, alors que tu peux mettre dans n'importe quel État pour simplifier le business. En Europe, en fait, on a tous les pays qui sont en concurrence pour garder les entreprises dans chaque pays. Là, ça serait de créer un 28e pays ou régime qui permet d'être neutre et qui pourrait faire du business plus facilement dans l'ensemble des pays sans devoir créer des filiales à chaque fois. Donc, ça peut faciliter plein de choses. Donc ça, c'est quelque chose qui peut réellement changer. Moi, je pense aussi il faut qu'on arrête d'adopter des discours anti-Europe qui viennent notamment des US, mais pas que. Ça, c'est aussi quelque chose que je pense on devrait commencer à changer dans nos mentalités. Ah, mais ça m'intéresse toi qui fais aussi beaucoup de visites, il y a des délégations aussi américaines. Parfois, c'est aussi des interlocuteurs sur lesquels tu dois faire évoluer les mentalités. Comment tu t'y prends aussi pour naviguer avec tes équipes? Quand ils viennent, j'imagine qu'ils sont plutôt sensibles à la question, mais tu as déjà eu, j'imagine, des discussions et des visites avec des gens qui pensent pas comme toi, comme nous. Heu, c'est un travail de tous les jours. Comment ça te fait réagir? C'est marrant parce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des personnes de très haut niveau qui viennent, qui sont voilà, ils sont là parce que je sais pas, la personne qui a fait leur planning leur a dit de faire station F et ils arrivent pas trop motivés et ils partent en mode: «Mais c'est incroyable et j'ai rien fait moi. J'ai juste présenté des startups qui sont en train de créer leur boîte». Et ils disent: «Waouh, quel talent, c'est incroyable ce que la boîte a réussi à faire, ce qu'ils sont en train de mettre en place, les pays avec lesquels ils travaillent». Ça m'est arrivé avec le roi du Bhoutan, pour vous dire tout. Il est arrivé devant Station F, il m'a quasiment pas serré la main et il est reparti les étoiles dans les yeux en mode: «Il nous faut Station F dans notre pays». Et ça, c'était incroyable pour moi de voir, ça a évolué quand il a commencé à parler avec des entrepreneurs. Donc je pense que c'est vraiment les entrepreneurs qui transmettent ça et qui le transmettent très bien. Écoute, je me permets une anecdote. Vous allez voir que du roi du bouton à un dirigeant de PME marseillaise, il y a peut-être un petit lien. J'ai eu exactement la même situation, si je te jure, avec un dirigeant d'une PME marseillaise qui nous avait demandé de lui faire visiter H7 à Lyon. Et dès le début, on sent qu'il a pas trop envie d'être là et à la fin, il m'a dit: «Bah, vous m'avez réconcilié avec, tout ce qu'on peut lire dans les journaux sur la Startup Nation parce qu'ici, c'est concret, on rencontre des vrais porteurs de projets qui sont extrêmement motivés». Bon, tu vois quand même qu'on a encore pas mal de boulot pour avoir le roi du bouton aussi, à Lyon. Mais en tout cas, je suis d'accord avec toi, le fait de faire voir et de faire expérimenter, ça permet de faire évoluer les mentalités donc on va dans le bon sens finalement. Oui, en effet. Écoute, il y a un sujet que je voulais vraiment qu'on voit ensemble, c'était évidemment le sujet de l'intelligence artificielle. Yann Lequin, pour moi, c'est l'excellence académique, c'est la recherche fondamentale, c'est toute la thématique deep tech.
Pour autant, la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques acteurs qui sont sur les grands modèles de langage, qui sont sur ces technologies deep tech, mais il y a énormément d'entrepreneurs et je suis sûr que vous êtes nombreux dans la salle qui développent des applications. Première question toute simple, la répartition des startups à Station F qui font plutôt de l'infrastructure, des grands modèles de langage versus des applications. Toi, qu'est-ce que tu observes sur cette partie-là et cette segmentation-là? Très, très bonne question. Donc, Station F, sur les 1000 startups qu'on a à n'importe quel moment sur le campus, on est sur, en ce moment, environ 80% qui sont sur l'IA. Donc, je vous rassure, il y a quand même d'autres sujets qui existent encore. Je dirais que la partie modèle de langage, c'est quand même minoritaire. La majorité, peut-être 60%, vont être sur de l'applicatif. Ok, mais tu penses quand même qu'en France, on a encore de la place, des opportunités pour développer ces infrastructures, ou ce qu'on lit parfois, c'est que tout a été fait soit par les Chinois, soit par les Il y Américains? a toujours une autre façon de le penser, une autre façon de le faire, toujours. Et je compte sur les entrepreneurs pour trouver ces façons de le faire. Je pense que souvent, on a envie de faire exactement comme ils ont fait ailleurs. On voit ça comme le seul chemin. On dit ils ont déjà pris la place. Non, je suis pas convaincue. Je pense qu'on peut réfléchir différemment. À mon avis, ça peut même passer par l'investissement dans un premier temps, chose qu'on fait. On est très, comment je peux dire ça? On est très focus sur notre pays avec l'investissement et parfois, je pense qu'il faut commencer par ces voies-là. En tout cas, ce qu'on a vu dans le golf, c'est leur façon de faire et c'est moins sur la partie tech pure. Donc, il y a des moyens. Je pense qu'il faut innover. Écoute, tu me fais une super transition sur l'investissement. Vous investissez, tu as la chance aussi d'investir. Hem, Aujourd'hui, justement, quelles sont les startups que tu as pu croiser qui te semblent aussi assez exemplaires sur cette thématique de l'intelligence artificielle? Que tu sois d'ailleurs actionnaire ou non, mais justement pour donner envie et dire: «Voilà, eux, ils l'ont fait». Tout à l'heure, il y a Alpic d'ailleurs qui passe, aussi, super bon exemple. Mais il y en a peut-être d'autres que tu as en tête et qui mériteraient d'être connus? Il y en a plein. C'est comme demander, de parler de tes enfants. Je peux passer des heures. On a combien de temps? Non, il y a une start-up, on en a beaucoup parlé à Station F, mais c'est une entreprise où je trouve, vraiment le produit est assez exceptionnel et puis c'est assez, pertinent avec l'actualité du moment. Vous allez comprendre pourquoi. La boîte s'appelle Sport Bio et avec, l'intelligence artificielle, ils peuvent détecter des bactéries dans les produits alimentaires et cosmétiques, de façon quasi instantanée. Donc au lieu de devoir envoyer des échantillons au laboratoire, avoir une réponse dans 5 jours, il peut faire ça, sur place, et donc ils sont en train de parler avec plein de différents acteurs. Ça, c'est un exemple que j'adore. Une autre start-up aussi, Station F, c'est un ancien, VP, recherche de Dataiku qui a fondé Biolevate, une entreprise qui va aider, les entreprises dans la santé avec toute la partie documentation qui est nécessaire pour pouvoir sortir des médicaments sur le marché plus rapidement. Bah, ils vont pouvoir accélérer du coup ces médicaments. Donc voilà, ça c'est 2 exemples, mais j'en ai plein. On peut Écoute, encore en citer si tu 2 veux. enfants, c'est déjà pas mal pour une famille. Mais, et pour apporter de la valeur, comme dirait l'ami Clovis, est-ce qu'il y a des caractéristiques que tu vois chez ces entrepreneurs que tu viens de citer ou chez d'autres qui leur permettent d'augmenter leurs chances de réussir? Qu'est-ce qui fonctionne bien dans ce que tu peux observer, dans ce que tes équipes aussi, observent? Oui, bien sûr, je pense que c'est des choses assez classiques qu'on répète souvent dans l'écosystème. Donc, j'ai pas envie de revenir sur bien s'entourer, et ce genre de choses. J'ai envie de dire, en ce moment, ce qui compte encore plus, et surtout qu'on est dans l'IA, c'est le momentum, c'est la rapidité, c'est l'exécution. On n'a pas de temps à perdre. Et puis, vous voyez que l'écosystème est en train d'évoluer chaque jour. J'arrive plus à suivre tout ce qui se passe. Donc, vraiment, accélérer, aller vite, c'est des choses qu'on cherche avec des équipes. Et puis évidemment, bien s'entourer, ça reste toujours très valable. J'ai envie de dire aussi qu'on a vu une nouvelle tendance aussi avec des, repeat founders ou des personnes qui ont déjà monté une première entreprise et qui arrivent pour monter une deuxième entreprise. Souvent, c'est des personnes qui ont déjà des réseaux, des expériences, des réflexes, et on voit aussi c'est ces profils-là qui vont attirer aussi beaucoup plus, les investisseurs. Super clair. Tu le disais, je reprends cette, statistique, 80 des startups aujourd'hui de Station F sont dans l'IA. Hem, pour des structures comme la tienne ou comme Hachette ou comme Ici Lundi, qu'est-ce que ça change finalement d'avoir 80 de startups qui sont dans l'IA? Est-ce que la feuille de route de 2015 qui avait été, définie avec Xavier Niel, elle a changé? Pour tes équipes, est-ce que tu aussi es plus exigeante, attentive sur les outils qu'elles peuvent utiliser? Ça change le paradigme ou pas?
En vrai, bien sûr, ça change de paradigme, mais comme ça change chaque année. En vrai, il y a 2-3 ans, on parlait de Web3, il fallait mettre en place plein de ressources pour les boîtes de Web3. Aujourd'hui, on en parle beaucoup moins. C'est pas tout récent l'IA, hein, ça fait déjà 2 ans, peut-être qu'on en parle et qu'on regarde pour renforcer. Mais vu la demande qu'on a, nous aussi, on doit accélérer, on doit changer, et c'est quelque chose qu'on fait depuis le début à Station F. Chaque année, on va renouveler les partenaires, les programmes, vérifier que toutes les ressources qu'on a en place sont les choses les plus demandées par les startups, et les startups sont pas en train d'attendre des choses parce que c'est aussi un frein dans notre écosystème, c'est cet accès, c'est le momentum. On est un marché beaucoup plus fragmenté en Europe qu'aux US, donc de pouvoir proposer des choses qui vont aider les startups à juste gagner du temps, c'est pour ça qu'on est là. Très clair. Ça permet peut-être d'expliquer aussi votre modèle. Tu le disais, vous avez des partenaires chaque année. Un partenaire, il reste combien de temps à peu près, Roxane? Ça dépend? J'ai des partenaires qui sont là depuis le début. Ouais. Microsoft, Meta, ils sont là depuis le début. J'en ai d'autres qui sont restés 1 an, parce que voilà, c'était le sujet du moment et ça l'est plus, ça dépend. Vous les accompagnez aussi sur l'évolution des thématiques ou c'est plutôt Oui, ouais, oui, Meta est arrivé sur la data. Tout le monde ici le sait, ils ont fait un virage, Metaverse. Ils sont revenus. Maintenant, ils sont sur, Open Source AI. Donc oui, on va les accompagner, bien sûr. et donc pour expliquer à notre audience comment ça fonctionne, donc Meta vient avec une thématique, il la travaille avec vous. Il y a aussi une logique de complémentarité par rapport aux autres programmes que vous pouvez avoir et après on se met d'accord, on signe un partenariat. Qu'est-ce qui se passe après? Et après, on exécute, le programme ensemble. Donc eux, ils vont avoir une partie, qui est portée par eux. C'est notamment accès à leurs outils, leurs experts, la partie qui est portée par le partenaire, et il y a une couche de service qui est proposée par Station F, qui est accessible du coup à l'ensemble des entreprises. Et c'est quoi un programme pour toi qui marche bien? Tu vois, un partenaire exemplaire, sans le citer, ou alors peut-être ça leur fera plaisir. Mais, qu'est-ce qui fait que ce programme-là, quand tu l'as vu, tu dis: «OK, ça c'est vachement bien pour les entrepreneurs» et c'est Il faut que ça apporte la valeur, aux fondateurs. Donc je peux donner peut-être, 2 autres exemples parce qu'on vient de parler de Meta, mais Meta, c'est un super programme. Tout le monde rêve de travailler sur les technos avec les experts chez Meta, donc tout le monde est ravi, quand ils participent et ils sont sélectionnés. Mais 2 autres exemples qui me viennent à l'esprit sont LVMH et Total. Mais évidemment, on a aussi des écoles, HEC, INSEAD, leurs programmes sont aussi très, très appréciés, je pense que vous savez pourquoi. Mais LVMH, par exemple, ils vont sélectionner des startups en fonction des besoins de leur maison, toutes les marques qu'ils ont, et donc chaque startup va normalement signer un deal avec, au moins une marque pendant le programme. Donc ça a une valeur incroyable. Total est un peu dans une logique différente. Ils rachètent des startups dans leur programme. Donc ça pareil, ça a de la valeur pour les entreprises qui souhaitent travailler, être intégrées directement dans la stratégie de Total. Écoute, sur Meta, je vais partager aussi un exemple d'une startup qu'on a la chance d'accompagner à Hachette qui s'appelle Orion, qui est une application qui permet aux déficients visuels de scanner tout un tas d'objets et de les retrouver grâce à la caméra du téléphone. Et en intégrant le programme Meta, ça a vraiment débloqué des opportunités à la fois techniques et commerciales pour l'équipe. Et je pense que c'est ce que tu disais dans le fait que ça permet d'aller plus loin, peut-être d'avoir des interlocuteurs d'autres niveaux, plus facile d'accès. C'est quelque chose que tu observes du coup. C'est exactement ça. Génial. Tant mieux pour eux, on était très contents qu'ils les rejoignent. Pour fermer ce chapitre sur l'intelligence artificielle, j'avais envie de savoir aussi ce que vous utilisiez vous, en interne. Tu en as déjà parlé dans 2-3 interventions. Est-ce que tu as des modèles que tu utilises, tes équipes? On est déjà sur Google parce qu'on a ça comme, produit en interne, et après les équipes tech vont utiliser beaucoup de produits, que ça soit du Lovable, du Cursor, plein de choses pour développer parce qu'on a une équipe tech qui développe notre Peut-être plateforme combien interne. d'ailleurs? Ça permet de comprendre un peu. On est 40. OK. On est 40, on gère Station F. Beaucoup de gens ne le savent pas, on gère aussi des logements pour 600 personnes, et on a des extensions autour de Station F, donc c'est une quarantaine de personnes pour gérer ça. Évidemment, on travaille aussi avec des prestataires. Et donc tu disais, sur la partie développement, évidemment, Puis on l'utilise beaucoup. L'équipe va utiliser beaucoup plus, les applis de Google. Heureusement, ils ont amélioré ça récemment. C'est les outils majeurs, et après on peut avoir des équipes par moment, peut-être en design, ils vont avoir besoin d'utiliser plus des choses pour générer des images et autres choses. Donc ça dépend aussi des moments, des différents outils. Mais de façon générale, team tech, très sur l'IA, et le reste de l'équipe, très sur Gemini. Eh ben, écoute, il nous reste 2 minutes. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé effectivement de souveraineté, de talent, d'IA appliquée, d'infrastructure. Heu,
quel est le message que tu voudrais faire passer pour conclure à des entrepreneurs nantais qui auraient peut-être tout intérêt à passer plus de temps à Station F et puis plus de temps au niveau européen pour faire en sorte qu'on soit tous ensemble plus forts et plus robustes? Merci beaucoup. Déjà, je suis ravie d'être là. Encore une fois, ça fait longtemps que je viens à Nantes pour des différents événements et que je côtoie un peu cet écosystème de loin. Donc vraiment, j'étais ravie de pouvoir venir encore une fois. Merci pour l'accueil incroyable. Pour ceux qui souhaitent venir à Station F, notre porte est grande ouverte. Donc vous venez quand vous voulez, en gros. Vous pouvez contacter visite en anglais à stationf.co ou vous me contactez directement. Mon mail, il est très facile à trouver et on va vous accueillir avec grand plaisir. Sinon, je veux partager avec vous, je pense qu'en ce moment, le contexte géopolitique et bientôt le contexte électoral va être peut-être pas très joyeux. Et je suis ravie d'avoir cet écosystème qui est pour moi vraiment, ça représente l'optimisme. Et je pense qu'il faut rester, je pense qu'il faut l'être, je pense qu'il faut pas adopter les discours des autres pays et des autres regards. Je pense qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de chance d'être là. On a nos propres valeurs, notre propre façon de faire. Et je pense qu'il faut continuer et ne pas abandonner le chemin déjà parcouru. Donc voilà, je vais rester sur ça. Ben écoute, Roxane, de la clarté, de l'ambition du collectif, merci beaucoup et à bientôt.